Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Tambour Battant qui traitera donc ce soir d'un sujet qui m'est cher, sur la marche. La marche, effet de mode ou fait de société, on en parlera. C'est un peu une question rhétorique, hein. Moi je crois avoir la réponse, mais en tout cas, on va en parler dans une première partie avec Sonia et Alexandre Poussin, qui sont nos invités. Honneur à Sonia pour commencer. Donc Sonia, après des études d'AES, Administration économique et sociale, vous avez très vite contracté le virus du voyage, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce que AES, c'est vrai que c'était pas très sexy comme... Voilà, avec l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, donc que des noms de pays imprononçables, hein, dans le cadre d'un programme de l'UNESCO, puis le Vietnam, où vous avez enseigné le français. Et donc, avec votre mari, Alexandre, ici présent, vous avez effectué d'impressionnants marches, d'impressionnants treks sur le continent africain, et vous avez coécrit ensemble plusieurs ouvrages et réalisé notamment une série de documentaires. On va le voir. Donc, Alexandre Poussin, eh bien, après une naissance en Belgique et une enfance au Québec, qui vous a appris l'esprit du grand large, je pense. Oui, les grands espaces, la nature, la pêche, voilà, exactement. Le kayak, le canoë. Vous avez connu l'hôpital au long cours, aussi très jeune. 1 an à Garches, oui. Voilà, et c'est peut-être parti en cela, d'ailleurs, que ce qui vous a projeté ensuite vers le grand large, on pourra en parler. Vous êtes ensuite passé par Sciences Po Grenoble et Nanterre pour un DEA de sciences politiques. Vous êtes l'auteur de 8 ou 9 livres, tutoyant le genre de la littérature de voyage, et même l'extrême, hein, ça on peut le dire, entre 1996 et 1998, 1996 et 1998, je précise tout de même, vous avez publié 3 livres écrits en collaboration avec Sylvain Tesson, votre ami depuis la classe terminale, si j'ai bien compris. Oui. On évoquera Sylvain Tesson rapidement, mais on pourra l'évoquer. On a roulé sur la Terre, Himalaya, vision de marcheur des cimes. Ensuite, La marche dans le ciel, 5000 km à travers l'Himalaya, publié chez Robert Laffont, et ensuite Transboréal aussi, de cela. Ayant ensuite rencontré votre future femme, Sonia, eh bien, vous avez écrit ensemble Africa Trek. Donc là, j'ai Mada Trek, mais Africa Trek, c'est le précédent, qui relate 14 000 km, 3 ans et 3 mois de marche à travers l'Afrique de l'Ouest, aventure absolument incroyable. Renouvelé récemment avec Mada Trek. Donc Mada Trek, voilà, paru en poche, c'est Pocket récemment. Mada Trek, et qui, son nom, comme son nom l'indique, est une marche c'est moi qu'on peut dire, très impressionnante, à travers Madagascar, 5000 km, si je ne m'abuse. Autour, oui. Autour, voilà. En famille. Circumnavigation terrestre autour de Madagascar, et en famille, on en parlera bien entendu. Hein. Il est à noter aussi que vous avez réalisé tous deux plusieurs documentaires mettant vos pérégrinations en lumière et en images, et diffusés sur des grandes chaînes européennes, et même au-delà d'ailleurs, aux États-Unis par exemple. Hein. Voilà. Donc il y a les marcheurs du dimanche. Hein, il y a les marcheurs du dimanche. Et pour user d'une terminologie marine, il y a pour moi les humbles caboteurs dont je suis, ayant tout de même parcouru un peu le monde et ayant marché un peu partout, et les marcheurs hauturiers. Moi, je vous classe dans la catégorie des marcheurs hauturiers, c'est-à-dire ceux qui vont loin, qui s'écartent de la côte, comme votre ami Tesson. Hein. Et qu'est-ce qui motive donc ces incroyables aventures qui sont menées, alors là, grande spécificité pour vous, qui sont menées parfois sur plusieurs années. Donc Sonia. Bon, moi, en fait, c'est la rencontre avec Alexandre qui m'a menée sur les routes. Je ne sais pas si j'étais faite pour ça. En fait, si, finalement. Mais ce n'était pas ce à quoi je rêvais. L'expérience montre que si. Donc, voilà. Et c'est vraiment Alexandre qui m'a entraînée. Et finalement je m'y suis beaucoup plu et parfois, je le devançais. Et souvent, oui. Le maillon faible, c'était moi. C'est une marcheuse, c'est une tueuse. Alors justement, donc comment est-ce que finalement vous avez inoculé à Sonia donc cette passion? Parce que c'est venu apparemment par vous. Ça venait de tes lectures aussi. Tout était là. Tout était en place. Oui, tout était prêt. C'était une fleur de pavé. Elle était parisienne. Elle n'avait pas été scout. Elle n'avait pas campé. Elle n'avait pas fait de voyage comme ça à l'étranger. Mais l'aspiration, le rêve, le fantasme était là. Il n'y avait qu'à appuyer sur play et bingo, voilà. quoi. Il fallait le déclencheur. Parce que j'ai eu la chance en fait d'être en pension pendant plusieurs années de ma vie, donc d'être un peu enfermée et donc d'avoir l'opportunité de rêver et de beaucoup lire. Bien sûr. Parce qu'en pension, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de garçons. Hélas, mais il y a des livres. Donc, c'est ça qui m'a permis de rêver. Ça, c'est une constante, effectivement, chez tous les invités que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est qu'il y a des lectures
permanente, hein, la lecture qui ouvre l'esprit du gamin et qui l'ouvre au grand large et qui ensuite, comme disait Lerline, je crois, il faut que l'adulte soit à la hauteur des rêves de l'enfant qu'il fut. Donc il y a quelque chose, c'est je trouve une belle définition finalement de cet esprit d'aventure. Ah oui, on passe sa vie à oublier les rêves d'enfance. Et c'est très important de les exhumer du passé, de les réaliser, parce que c'est comme ça qu'on devient un être complet, je crois. Donc il ne faut surtout pas enterrer ses rêves d'enfance. Les lectures, oui, c'est après avoir lu le livre d'un breton fou, Alain Guigny, qui avait fait le tour du monde à vélo pendant que j'étais à Sciences Po et que je me morfondais. Et il fallait que j'aie un diplôme, le hochet. Et je m'ennuyais, je n'allais pas en cours. Enfin, voilà, j'ai trouvé ce livre qui m'a vraiment évadé. Ouais. Et je me suis dit, un jour, je ferai le tour du monde à vélo. Ce gars l'a fait en 4 ans, très pauvrement, sans argent. Son vélo était une catastrophe permanente. Un clou, comme on dit. Aussi terrible que la Topolino de Nicolas Bouvier, la Fiat Topolino, qui était un boulet qui tombait en panne tous les 1000 km. Donc l'usage du monde, hein, rappelons Nicolas Bouvier, ce grand livre de Nicolas Bouvier. Grâce à ses pannes, il était toujours en rade dans un repli du monde et il rencontrait des gens, il y avait des histoires incroyables. Ce qui lui permettait de rencontrer effectivement l'humanité. Voilà. Et donc voilà, le vélo de cet Alain Guigny était une plaie, et grâce à quoi il a pu vivre des choses extraordinaires qui m'ont attiré. Et Sciences Po, c'était très théorique, c'était très poussiéreux, c'était très idéologique, c'était vraiment des choses d'avant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le monde de demain. Hein, TV demain, ça m'intéresse, moi. Demain TV. Donc je voulais, c'est une démarche de journaliste, en fait, prendre une bicyclette, quitter Sciences Po, et faire le tour du monde à vélo pour voir, arpenter le monde, se frotter à la réalité, le réel. Ouais, et se persuader effectivement qu'on n'est pas au centre du monde, mais que le monde existe par ailleurs, ô combien. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quelle est votre philosophie de la marche? Si vous en avez une, on vient de commencer à l'évoquer, hein. Mettre un pied devant l'autre, qui est, comme le disait Bergson, la meilleure façon d'avancer, mais encore. Donc, Sonia. Nous, la marche, c'est exclusivement l'autre. Donc quand on part, c'est l'altérité. Voilà. Bien sûr que les paysages, c'est merveilleux, évidemment, mais nous, ce qu'on recherche, c'est le monde, voilà, les gens. Et plus ça grouille, plus ça nous intéresse, plus c'est passionnant. Pas les déserts, pas les névés, pas les déserts, pas les sommets. Même si on aime aussi, évidemment, beaucoup, mais ce qui nous intéresse, voilà, c'est comment les autres vivent, qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce qui les rend malheureux, comment les aider, comment peuvent... comprendre, décrypter. Concevoir le monde. Et mettre les choses en perspective aussi pour un Occident, on peut le dire, un peu obèse, qui oublie très souvent le privilège. Très centripète, quoi. Centripète, voilà. Égocentré. Donc sortir effectivement de cet égocentrisme très occidental dans l'esprit. Et donc, alors vous avez cette particularité insensée de voyager en famille. C'est nouveau, ça. Voilà. Oui, ça, alors ça, c'est effectivement... Alors il y a déjà eu quand même en Afrique, il y a déjà eu quand même une marcheuse enceinte. Oui, ça c'est pas rien, marcher. La traversée de l'Égypte enceinte. Les 1800 derniers kilomètres enceintes. Le chemin de la Sainte Famille, en fait. Alors on en connaît une autre qui a marché, ou alors qui est à Dodane. Il y en avait d'autres qui l'avaient fait, donc bon. Voilà. C'était extraordinaire parce qu'il conserve la mémoire des 28 endroits où elle s'est arrêtée. Tel arbre, telle pierre, telle grotte, c'est insensé. Incroyable. Donc il y a un pèlerinage à faire en Égypte sur les pas de la Sainte Famille qui est extraordinaire. Ouais. On l'a découvert en Moyenne-Égypte. Un monastère qui s'appelle Deir el-Moharak, qui est l'endroit le plus austral où la Sainte Famille aurait pérégriné. Et à partir de là, on était sur ses traces. Et on ne savait pas que Sonia était enceinte. Elle a marché 1000 km enceinte sans le savoir. Et alors les 800 km, le sachant, était beaucoup plus dur. C'est le monsieur Jourdain de la marche. C'est ça. Fait de la marche sans savoir qu'elle était enceinte et que vous étiez deux à marcher, en fait. Oui. Et c'est pour ça aussi que curieusement, dès que j'étais au courant, ça commençait à être moins bien, finalement. Donc il y a peut-être une part... Et donc, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors ça a été... Et puis ensuite, à Madagascar, évidemment, là, les deux enfants étaient avec vous. Mais là, on n'avait pas le choix. On n'allait pas les laisser derrière. Évidemment. Et donc, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Donc, il y a Philae, qui a 20 ans maintenant. Expliquez-nous ce prénom rapidement. La Philae, c'est l'Égypte. C'est le site, voilà. Un petit clin d'œil. Dans les parages duquel elle a été conçue. Voilà. C'est une carte postale en 3D, quoi. Voilà, donc c'est bien le site, effectivement, égyptien. Ouais, et Ulysse? Et Ulysse, on avait déjà son nom quand on traversait l'Afrique à pied. Je me souviens que j'avais demandé à mon papa chéri de m'envoyer justement les aventures d'Ulysse pour les lire. Et Alexandre refusait absolument parce qu'à l'époque, on était des ayatollahs du poids, puisqu'on portait tout sur notre dos et qu'il n'était pas question d'avoir de livres parce que c'était trop lourd.
quand même, comme concept, c'est un peu dur. C'est un peu rude. Et là, comme c'était la moitié du voyage, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on marchait, je lui ai dit non, là, non, vraiment, là, j'ai faim de livres, il me faut un livre. Et quel livre? Alors, il m'avait autorisé. C'était du papier un peu Bible, donc très fin. Il m'avait dit d'accord, mais seulement si on se débarrasse des pages au fur et à mesure. Tous les soirs, on allumait le feu. Crime de lèse-majesté avec Homère. Pour les commodités, non. J'espère que ce n'était pas la Pléiade. Non, c'était tout fin en plus. Hein. Bon, en tout cas, effectivement, l'Odyssée, Odysseus ou Odysseus en latin. Effectivement, s'il y a un nom approprié au voyage et au périple, puisque souvent on parle de périple, mais il vaudrait mieux dire périple terrestre, parce que le périple, c'est plutôt maritime. Mais en tout cas, ça demande quand même une rigoureuse organisation, une logistique quand on a des enfants. Quand on est adulte, on peut encore improviser, on peut éventuellement s'abstenir de manger pendant quelques temps, ou même de boire un peu, mais quand on a des enfants, comment ça se passe? D'où la charrette. C'était ça l'obligation de la charrette. Ouais. On devait avoir cette charrette parce qu'elle nous permettait de porter nos enfants si jamais ils étaient malades, s'ils étaient fatigués, de pouvoir prendre de la nourriture, avoir quand même un gros stock, d'avoir les cahiers, les livres d'école, parce qu'on faisait l'école pendant 4 ans. Donc il fallait porter tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette charrette. Il faut le rappeler, l'école est obligatoire. On a le droit en tout cas, l'éducation est obligatoire. On a le droit de la prendre en charge, mais il faut y pourvoir. Donc là, ça a été, c'était vous deux, c'était. Non, c'était moi. Bon. Alors là, sur ce coup-là, il m'a un peu lâché. Je faisais répéter les leçons, moi, et les cours d'anglais, et les cours de malgache. Non, mais lui, il faisait plein d'autres trucs. Lui, il faisait des franchissements de fleuves. Répartition, d'une certaine manière, une certaine répartition des tâches. Oui, là, pour le coup, l'organisation était faite comme ça. Pousser la charrette, c'était moi. Le Sisyphe, à l'horizontale, c'était moi. L'esclave, c'était moi. Oui. Non, le concepteur de pont, voilà, c'était plutôt lui. Mais moi, je courais. Moi, j'avais un grand fouet. Je courais derrière mes enfants pour les faire s'asseoir. Je comprends. Et donc, il y a... alors, vous avez écrit ce livre, notamment, Alexandre, Marche avant, qui est un livre plus théorique, je dirais, sur votre conception de la marche. Alors, évidemment, il y a plein d'aspects pratiques et des expériences vécues. Mais en épigraphe, vous citez Sénèque avec un fameux « Il n'y a de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Donc, ça veut dire que vous n'êtes jamais dans l'improvisation? C'est quelque chose qui est toujours planifié? Ou alors, est-ce que vous autorisez justement à certains moments l'improvisation? C'est l'improvisation très préparée. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut... C'est la meilleure. Voilà, il ne faut pas que ce soit prévu. Si c'est organisé et prévu, il n'y a plus de place à la providence. Qu'est-ce que c'est que la providence? Quand on est croyant, on croit que c'est quelqu'un qui nous veut du bien. Quand on n'est pas croyant, on sait, c'est une espèce de règle immanente qui fait que si on n'a pas prévu, les choses vont arriver naturellement. Et c'est ça, en fait, ça revient à la définition, à la source de l'aventure. La racine de l'aventure, c'est laisser venir à soi. Laisser venir, advénérer, oui. Voilà, laisser venir à soi les choses et être prêt. Côté un peu boy scout, toujours prêt à gérer l'imprévu. Et c'est ce qu'on aime. Quand on part marcher 3 ans en Afrique, on ne part pas marcher 3 ans en Afrique. On part marcher un jour. Puis un autre jour. Puis un autre jour. Tant que ça dure, tant que ça dure. Mais on ne perd jamais de vue l'objectif. L'objectif qui était en l'occurrence pour nous la fin du grand rift africain qu'on suivait, qui est le lac de Tibériade. Ouais. Et on marchait dans les pas de l'homme. Il y avait toute une réflexion sur les origines de l'humanité, les sites de fouilles paléanthropologiques, etc. Et puis l'Afrique d'aujourd'hui, en fait, avec ses impondérables, ses frontières fermées, ses guerres, ses conflits, on ne savait pas par où on passerait. Personne ne pouvait dire. Ça n'avait pas été fait. Si, ça avait été fait par un Anglais en 1901, qui était le premier à avoir fait le Cape to Cairo, qui est un itinéraire assez mythique. Ouais. Mais bon, il avait dû tuer 8 personnes en chemin, quoi. Oui. C'était autre chose. C'est pas tout à fait la même philosophie. Non, pas du tout la même philosophie. Quant à Madagascar, faire le tour, c'est simple. Tour de Madagascar. Mais là encore, à Madagascar, à Tana, la capitale, le centre, le cœur, tout le monde disait « Ah, Tsimeti, ah, Tsimeti ». C'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bac, il n'y a plus rien. Vous n'allez pas pouvoir franchir tous ces fleuves. Et les routes sont radiales à Madagascar. Oui, c'est ça. Elles sont radiales, donc faire le tour, c'est pas possible. Ou en bateau, oui, mais pas en charrette. Surtout pas en charrette, il n'y a pas de charrette sur les côtes. Alors, les plus optimistes nous diraient, oui, bon, d'accord, vous pourrez aller dans des endroits, mais vous devrez changer de zébus, parce que les zébus sont adaptés à certaines végétations, certains endroits, etc. Dit, non, on va faire le tour avec la même charrette et les mêmes zébus. Ça, c'est même zébus. Parce que la charrette, je l'ai faite moi-même de mes blancs chemins.
Avec les enfants. Oui, donc c'est vraiment une autonomie totale, quoi, une espèce de... Moi, je l'ai fabriqué avec les enfants, on a sculpté le bois, on a taillé tout ce qu'il fallait, on lui a mis une capote pour les protéger de la pluie, un panneau solaire sur le toit. Parce qu'il y a ça aussi, hein, les conditions climatiques. Voilà. Donc, est-ce que vous avez essuyé, c'est toujours une façon de parler, essuyer des tempêtes. Des cyclones. Des cyclones. Voilà, des déserts terribles où il n'a pas plu, des zones tellement sèches avec des dunes, des tortues, des cactus où il n'y a pas eu une goutte d'eau depuis 3 ans. Ouais. Donc on a tout eu. Et puis la boue. Et la boue jusqu'aux oreilles. Plus d'un an de boue jusqu'aux genoux, de la boue. Ah oui, pendant un an. Ah non, mais la côtesse, c'était dur. Et on continuait notre bonhomme de chemin. La charrette, on la faisait flotter sur les fleuves. On lui a même mis une voile. Les ébus traversaient à la nage. Les enfants en pirogue avec leur gilet de sauvetage. Donc c'était toute une logistique de l'aventure. C'était des expéditions mises bout à bout. On a fait quoi ? On a fait le calcul, à peu près 37 expéditions bout à bout. Qu'est-ce que c'est qu'une expédition ? On part, on n'est pas sûr d'arriver. C'est ça. Et il y aura plein d'impondérables et d'inconnus. Et il va falloir traverser. Et le but, c'est effectivement... rencontrer, apprendre. Voilà, et d'arriver, si possible. Alors, il y avait quand même quelque chose dans cette aventure-là qui était différent par rapport aux précédentes. C'est que c'était un tour de Madagascar quand même solidaire. Qui n'était pas tout à fait prévu d'ailleurs au début, mais au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on rencontrait plein de gens qui faisaient des choses extraordinaires et que c'est quand même un pays... Ouais. Vraiment dans une situation un peu oublié, hein, c'est un pays très oublié, on n'en parle pas beaucoup. Qui traverse quand même des épreuves assez considérables. Ouais. Ça nous a quand même beaucoup remué. On le savait en y allant, mais pas à ce point-là. C'était vraiment un choc. Ouais. On avait beau nous avoir préparés, on n'est jamais préparé à voir des enfants mourir de faim. Et ça, c'est... Et on était avec nos petits-enfants. Donc là, au fur et à mesure, on s'est dit, on va pas... Puisqu'on est avec nos enfants, puisqu'on va prendre le temps, eh ben, on va prendre le temps d'aider. Bien sûr. Et on va le faire avec nos enfants. Et on va leur montrer ce que c'est que le monde et on va leur dire il faut tendre la main, il faut... Donc ça, c'est un de vos credos essentiels. Ah oui, bah donc voilà, l'aventure, elle devient nécessairement solidaire quand on reste 4 ans dans un pays et qu'on ne se penche pas sur les réalités. On est aidé et on aide. Parce qu'à certains moments, dans des périodes un petit peu critiques, vous avez dû être aidé aussi. Tout le temps. La charrette était poussée, portée à bout de bras par tous ces gens, tous ces villageois qui étaient dans la joie. Mais on rencontrait des missionnaires perdus, des ONG, des gens qui ont des besoins. Alors, on ne construisait pas les choses avec eux, on ne mettait pas la main à la pâte. Notre voyage, c'était d'avancer, notre objectif, mais on a levé des fonds. Ouais. Via Internet, parce que paradoxalement, on avait beau voyager dans une espèce de non-âge de la misère, il y avait quand même du réseau qu'on pouvait attraper. Avec une on avait un panneau solaire. C'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est des paradoxes de ce monde. Voilà. Ouais. Donc au fin fond de la jungle, on faisait du crowdfunding, on levait des fonds, du financement participatif. On avait un projet, on racontait des histoires, et les gens... On les embarquait dans notre charrette et ils donnaient 10 €, 20 €, 200 €. Et de petits cailloux blancs comme ça, au bout de 4 ans, on avait fini par lever 330 000 € pour 33 projets. Donc ça fait une moyenne de 10 000 € par projet. C'est impressionnant. Alors il y a des projets à 2 000 €, puis des projets à 35 000 €. Ça a fini par... On a construit une maternité. Si on nous avait dit ça en partant, on n'y aurait jamais cru. C'était même pas dans le projet. Ouais. Mais c'est venu naturellement. Ça a donné encore plus de sens à nos tours de roue, s'il en était besoin. Nous, on faisait notre travail de journaliste, de documentation. On essayait de survivre, déjà d'avancer, de progresser, de faire mentir les oiseaux de mauvais augure qui nous disaient non, c'est impossible. Ça va être possible grâce à vous, grâce à votre aide. Et vous allez voir, ça va porter du fruit dans notre sillage. D'abord, on a laissé des bons souvenirs. Les gens étaient très contents de nous voir et pas contents de nous voir partir, ils étaient tristes aussi, ils voulaient nous garder avec eux. La charrette, c'est un moyen de transport malgache qui leur parle. On s'est désoccidentalisé d'une certaine façon, même si on restait des vasas. Vous êtes accoutumés, acclimatés. Inculturés. On marchait comme eux, on mangeait comme eux, du riz. Ouais. Qu'est-ce que vous mangez ? Ils s'étaient paniqués, mais qu'est-ce que vous mangez dans votre charrette ? Comme vous, du riz. Vari, sardines. Alors ça, évidemment, il y a un certain nombre de privations à la clé. On a mangé des sardines et du riz pendant 4 ans, tous les jours. Ouais. Et on a dormi par terre, dans 4 mètres carrés, tous les jours, à 4. Après, c'est le choix qui est fait, justement. Oui. Et vous le dites, qu'il y a dans la marche une dimension initiatique très forte. Et ça en fait partie. Et donc, pour vos enfants, aujourd'hui, ils ont, je crois, 20 ans et 17. Comment ils le perçoivent, ça ? Est-ce qu'ils ont conscience d'avoir été finalement privilégiés, d'une certaine manière, même s'ils ont dû endurer un certain nombre d'épreuves? Pour les enfants, c'est pas des épreuves, c'est merveilleux. C'est la joie, c'est du jeu. 4 ans, donc c'est du jeu. C'est plutôt le retour. Et ils en sont conscients, très fort aujourd'hui? C'est le mythe de l'âge d'or.
Ils n'ont pas oublié ces années merveilleuses d'enfance, d'école buissonnière. Et ça leur donne envie eux-mêmes de partir. Alors on a une fille, on a une fille qui est complètement nomade, qui n'arrive pas à rester en place. Là, elle fait des études, donc je dis non, mais là, il faut quand même que tu. Donc elle essaye de se sédentariser, mais c'est impossible. Et on sait dès maintenant, dès à présent. Elle travaille par terre, elle dort par terre, elle squatte chez ses copines, elle change d'habit. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment pas. Le nomadisme au quotidien. Donc. Ouais. Et notre fils, est très sédentaire et casanier. Comme quoi, la même aventure a produit. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et donc. On sentait pas la privation. C'est cette phrase de Bergson que j'aime beaucoup. L'important, c'est pas de se priver, c'est de pas sentir la privation. Exactement. Et donc voilà, on était très heureux. C'était un vrai choix. 4 ans de sobriété heureuse, réelle, à vivre d'autre chose que de. Bon, on a manqué de rien. On n'est pas tombé malade, on avait l'amour, on avait la vie de famille, on avait l'aventure, on avait l'imprévu, on avait la générosité, la solidarité. On surfait sur cette vague de... Alors évidemment, il y avait des heures et des heures de sueur, de franchissement, d'épreuves et d'inconnus. Alors justement, vous avez expérimenté ce qu'est le vrai voyage, c'est-à-dire aligner une à une les bornes miliaires du voyage. Oui. Aujourd'hui, le voyage, ça revient, enfin le faux voyage revient à une ellipse, c'est-à-dire un avion qui part d'un point A jusqu'à un point B, et un retour avec parfois stabulation sur une plage ou dans un club, etc. Donc c'est l'inverse du voyage. Bon, même en voiture. C'est transporter des gens qui seraient mieux chez eux à des endroits qui seraient mieux sans eux. Ce que disait Tesson d'ailleurs, l'automobiliste traverse la géographie quand le marcheur l'habite. Et donc là, il y a quelque chose de très fort. Donc est-ce que c'est pas une manière finalement de rectifier un petit peu ce basculement vers le faux voyage, vers moi je rencontre tellement de gens qui me disent j'ai fait tel pays, alors qu'en fait ils n'ont strictement rien vu. Et les vrais voyageurs sont beaucoup plus humbles. Il y a une humilité du voyageur qui, même s'il est allé 10 fois dans un pays, il ne vous dira jamais « j'ai fait ce pays ». Je dirais, il n'y a pas de mauvais voyage. On ne s'érige pas en modèle. Ce que l'on met en avant, c'est la marche. La marche génère et révèle énormément de choses. Effectivement, comme je disais lapidairement, la phrase n'est pas de moi, mais si le tourisme, c'est déplacer des gens qui seraient mieux chez eux à des endroits qui seraient mieux sans eux, c'est un peu court, quoi. On peut aller en avion quelque part et y rester. Alors, ce que l'on préconise, c'est de moins gesticuler. De rester à un endroit et d'y rester plusieurs jours et essayer de creuser des relations humaines avec les gens qui sont autour. Comprendre, tenter de comprendre. Voilà. Et puis avoir des relations, c'est-à-dire autre que mercantile, être autre chose qu'un porte-monnaie à pattes. On a tous souffert de ça à l'étranger, d'être des porte-monnaies ambulants. Et donc, dès que la relation devient immatérielle et que l'échange devient immatériel, c'est là qu'on est dans l'humanité. Et dès qu'on mouille un peu la chemise, c'est-à-dire dès qu'on souffre un tout petit peu, tout de suite les populations ne sont pas aveugles et le voient. Et le fait de partager un peu leur sort, d'endosser un peu leurs conditions, ça joue énormément pour ouvrir les cœurs et pour l'accueil se fait beaucoup plus facilement. Et ça se fait sans mots, c'est naturel. Quand vous arrivez dans un village, les gens vous disent « mais vous venez d'où » ? De tel village. Oh, mais il y avait un fleuve à traverser, il y avait une montagne à traverser, il y avait un fleuve à crocodile. Et comment vous avez fait ? Je dis « on a fait comme vous, mais vous avez pris combien de temps ?» Et nous, on ne le fait jamais. On a mis 3 jours. Et donc là, tout de suite, on a, comme le disait Sonia, endossé, même pour un temps, une partie de cette condition et ça rend le rapport humain. Ouais. Et donc, il y a quelque chose que vous avez assez largement dans Marche avant, qui, moi, me touche beaucoup, et dans quoi j'ai insisté d'ailleurs dans un de mes derniers livres, qui est la marche comme marqueur d'égalité. Ah oui. Moi, j'évoque ça en tant qu'exhausteur d'égalité en quelque sorte. Tous les masques tombent, dites-vous. Ah oui. Et donc là, vous venez de l'évoquer. Hein, vous êtes acclimaté, vous avez fait comme les habitants. Il y a eu l'action mécanique de la piste. La piste, j'ai inventé un barbarisme pour ça. Elle l'humilifie. Oui. Elle décape. Par définition. Par définition, parce que c'est notre condition humaine, on la partage. C'est l'humus, voilà. C'est le retour à l'essentiel de la Terre. Ouais. Et c'est toujours difficile, 1 kilomètre. C'est toujours, les gens me disent « Ah, mais vous êtes un super-héros, vous avez marché des milliers de kilomètres dans votre vie. » Non, parce qu'on continue à marcher, on emmène des gens marcher sur le chemin de Saint-Jacques ou ailleurs, dans les déserts, et les gens sont intimidés. Mais ne soyez pas intimidés. Pour moi, c'est de plus en plus dur, les kilomètres, parce que j'ai mal partout, comme tout le monde. Si vous saviez les papilles qu'on est, là, on a mal aux genoux et tout. Et donc, 1 kilomètre, c'est toujours 13 minutes, ça ne s'achète pas, ça ne s'abrège pas, ça ne s'accélère pas, ça s'éprouve. Et pour Bill Gates ou pour n'importe quel puissant du monde, c'est un laboratoire d'humanité extraordinaire. Il faudrait les faire marcher, tous ces gens-là. Oui. Alors, certains le font, mais
Peut-être pas assez. En tout cas, ça nous ramène à notre stricte condition de bipède ambulant, sachant qu'il y a sur cette terre beaucoup trop de bipèdes qui ne sont pas ambulants, justement, qui sont un peu enlisés dans la matière, dans ce refus, justement, du mouvement. Et donc, il y a vous le dites à un moment, hein, les aventures que je pratique sont accessibles à tous, sans moyens, au cœur du monde. Ça, c'est particulièrement important. Et rien de plus démocratique. La marche, effectivement, il suffit d'un t-shirt, d'un pantalon pour éviter quand même l'outrage aux bonnes mœurs. Mais en tout cas, c'est très facile. Une grande jupe. Hein. Voilà, en tout cas, il vaut mieux, mais ça peut être avec une vieille paire de baskets éventuellement. Après, si on s'engage sur des terrains... Nos enfants ont fait le tour de Mada pieds nus pendant 4 ans. Pieds nus. Pieds nus 4 ans. Ah oui. On n'a pas réussi à leur faire mettre des chaussures. On a eu du mal à les... Alors, quand ils sont rentrés, ça a été dur. Ça, c'est impressionnant. Donc, vous voyez, on n'a même pas besoin de chaussures. Ouais. Donc, ils ont donc la plante des pieds aujourd'hui bien... C'est du cuir. Et ils continuent à marcher pieds nus? Alors, ils ont malheureusement cette tendance, mais le froid les a quand même ramenés à la réalité, mais ils ont tendance à être toujours pieds nus. Et ce que je leur disais toute la journée sur la piste, mets tes tongs, bon, maintenant, ça a été transformé, mais bon. On leur avait dit juste une chose, je vous préviens, si jamais vous vous plantez une épine d'acacia et tout ça, je ne veux pas vous entendre pleurnicher, donc c'est vous qui choisissez. Moi, je veux bien. Hein. Responsabilité. Parce qu'ils nous disaient, mais regarde maman, eux, ils n'en ont pas de chaussures, et regarde, ça va bien. Je dis, d'accord, ok, tu veux expérimenter, vas-y. Ah, ils se sont blessés 2-3 fois. Puis... Oui, et ils se sont jamais plaints déjà. Et puis ils ont attrapé des puces chics sous les ongles, des petites puces qui viennent pondre. Et donc la marche, c'est un éloge de la responsabilité aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'engage, où on fait le premier pas, on est responsable. Oui. Voilà. Et ça, pour des enfants et même pour des adultes, c'est une leçon, je crois, imparable. Enfin, et donc, vous avez dit, vous avez fait des treks impressionnants en Afrique, à Madagascar, etc. Mais vous avez évoqué aussi l'aspect un peu plus pèlerin. C'est-à-dire que vous êtes aussi des pèlerins, vous emmenez des pèlerins sur des lieux de pèlerinage, donc lesquels? Toute marche est thérapeutique, c'est une façon de faire le point dans sa vie, c'est une réflexion. Dès qu'on a passé le stade des ampoules, mon sac est lourd, j'ai soif, etc., on se repasse le film de sa vie, de ses erreurs, de ses succès, de ses manqués, de ses ratés, dans les relations, et on se repasse des films, en fait, des films mémoriels, et on se soigne. On se soigne avec ses imperfections, ses épreuves, ses blessures. Donc il y a un aspect thérapeutique très fort, et puis ça, on naturellement se retourne vers les autres, parce que quand on a froid, et qu'on a faim, et qu'on est inquiet, on devient plus disponible à l'autre, plus généreux, on devient une bonne personne. Le méchant en soi est rapidement... Vous diriez donc que la marche rend meilleur? Eh oui. Moi, j'en suis persuadé, pour l'avoir... Voilà. Il faut faire marcher les gens. Donc, on emmène des gens marcher là où ils veulent. Enfin, là, je pars dans le désert du Wadi Rum avec un groupe pendant le Nouvel An. Je reviens du chemin de Saint-Jacques avec des Américains que j'ai fait marcher en Espagne. On va au Maroc, on va en Algérie. J'ai pu marcher récemment vers l'ermitage du père de Foucault. C'est extraordinaire. Oui. L'Algérie se rouvre. Le Hogar. Donc, dans le Hogar, c'est extraordinaire. J'ai marché en Arménie au mois de mai. Et c'était magique. Dans les petites églises. Aussi avec des lieux bibliques éminents, le mont Ararat. Alors, le mont Ararat... On n'avait pas le droit, justement. Alors voilà, terrible. On peut le voir, mais... Voilà, on peut le voir de loin. Il y a cette phrase de Saint-Augustin que j'aime beaucoup, « Marche sur ton chemin, il n'existe que par toi ». C'est pas nous qui emmenons des gens marcher dans le désert ou ailleurs, c'est des gens qui viennent marcher avec nous. On offre juste un peu le cadre, et le creuset de la marche est adapté à chacun. Et chacun va trouver ou pas, chercher ou pas. Il y a des choses qui vont maturer, se produire. Beaucoup de gens décantés. A posteriori, lente décantation, effectivement. A posteriori, les gens nous écrivent, ça a déclenché plein de choses, des changements de vie, des changements d'orientation. Pas forcément tout de suite, mais... Sur la durée. Ça plante des graines. C'est assez merveilleux. Et donc, je vais vous poser la question, donc, pour reprendre le titre de cette émission. Donc, la marche, on sait qu'il y a énormément de... On va en reparler, évidemment, de tous ces aspects avec nos invités suivants. Mais la marche, effet de mode ou fait de société profond, alors? Elle répond à un besoin. Oui, c'est profond. Naturel. Ouais. Tous nos aïeux marchaient. Bien sûr. On nous a quand même enlevé ça. C'est quelque chose qui profondément enraciné dans notre nature. Je ne parle même pas des Australopithèques et des gens qu'on a suivis. Et même au 19e siècle, il suffit de lire les écrits de Flaubert et beaucoup d'autres pour voir. D'abord, ils ont marché. C'est Flaubert, le voyage en Orient, les grands voyages, effectivement, qui se faisaient souvent en grande partie à pied. Mais même dans Paris, ils passent leur temps à marcher et des kilomètres et des kilomètres, beaucoup plus que nous aujourd'hui. Et ça nous manque, en fait. Donc c'est un retour. Quelque part, ça nous manque et on veut absolument le retrouver. Solvitur ambulando. La marche résout tous les problèmes. Solvitur. Vous avez un problème?
quittez votre bureau, allez dans la rue, marchez sans savoir où vous allez. Marchez tout droit. Et celui qui dit marcher soigne. Oui. Marcher guérit. C'est absolument. Saint-Augustin, sur le Vittorio Ambulando, la marche règle tous les problèmes. Anglais. Ah bah quelqu'un d'autre, oui. Enfin, on finit tous par dire la même chose quand on a éprouvé la marche. Et c'est vrai. Parce qu'on a éprouvé les mêmes expériences. Et tous les auteurs, d'ailleurs, ont expérimenté ça. À un moment, quand ils triment sur la page blanche, il suffit d'aller s'aérer, ne serait-ce que 20 minutes. S'oxygéner, marcher 20 minutes, et là, les choses se remettent en place. Se dénoue. Ça, c'est une preuve absolue, justement. On peut préparer le futur, on peut restaurer et soigner le passé. Et en plus, quand on marche, on a l'occasion, on a quand même l'autre. Si on marche à deux, parce qu'il y en a qui marchent tout seuls, mais quand on marche à deux, on peut soigner, on peut tellement communiquer, parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Il est obligé de se cogner sa femme qui va le choper dans un coin en disant « Tu te souviens de… » avec son hippocampe démesuré. Et on peut même réparer des choses qui se sont mal passées. C'est extraordinaire, parce qu'on a le temps dédié à ça. Voilà, la marche, c'est le temps. On va continuer à évoquer ça. C'est maïotique, c'est un accouchement. Et donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Bon. Oui. Donc merci, un grand merci à Sonia et Alexandre Poussin pour vraiment cette conversation à bâton rompu sur la marche. Donc je rappelle, un Marche avant, paru en poche maintenant chez Pocket, donc Madatrek et avant Africa Trek, qui sont les relations de ces aventures absolument extraordinaires dont je me suis régalé. Un grand merci à vous. Merci. Sao Chabetsaka, en malgache dans le texte. Tambour battant, deuxième partie, avec comme invité Aliénor Vidal de Lablache, à ma droite. Bonjour. Et puis Antoine de Surmain, avec qui nous allons parler de leurs expériences de la marche, avec notamment leur livre récent, paru chez Salvatore, Seul à pied vers Jérusalem, Aliénor Vidal de Lablache, qui va nous parler évidemment de ce périple absolument impressionnant. Et Antoine de Surmain, Marche au désert, sur le chemin de Saint-Guilhem, du désert. Voilà, autre marche tout à fait impressionnante. Et voilà, des manières un peu différentes d'aborder les choses, mais il se retrouve sur l'essentiel. On va le voir dès maintenant. Donc, Aliénor Vidal de Lablache, vous œuvrez dans le monde associatif depuis de nombreuses années. Dans ce cadre, vous avez fait de longs séjours en Bolivie, je crois, en région parisienne, en Savoie, auprès des plus déshérités habitués à la rue, des prisonniers, des personnes ayant aussi un handicap mental. Vous donnez des formations sur les questions de précarité, d'accueil, d'écoute, et êtes une marcheuse d'une très belle envergure, on va le voir, comme en témoigne votre deuxième livre, Seul à pied vers Jérusalem, paru cette année, donc chez Salvatore, je viens de le montrer. Donc c'est préfacé par François-Xavier de Villemagne, autre grand marcheur, et vous avez auparavant signé L'espoir au féminin, 4 jeunes Françaises au cœur du commerce équitable, et avec un grand périple en Amérique du Sud, c'est ça, aux presses de la Renaissance en 2006, et un livre qui disait déjà votre engagement sur 20 000 kilomètres, c'est ça, en Amérique du Sud, pendant... Peut-être, je retiens pas les chiffres. Je sais que ça a été énorme, 6 pays différents d'Amérique latine, au milieu des plus pauvres, avec 3 sœurs d'armes, on peut dire ça comme ça, et que je vais citer quand même, Gwendoline Dalluin, Marie-Capucine Linné et Émilie Moulard, c'est bien ça. Bon. Et donc, alors, 6 000 kilomètres à pied en solitaire, 8 mois de marche, d'épreuves à surmonter, ça n'est pas rien. Moi qui suis marcheur, j'ai fait des belles marches, mais pas ça. Comment en arrive-t-on là ? Quels sont les déclencheurs les plus profonds de ce basculement vers l'inconnu de soi, on peut dire ça comme ça. Je serai pèlerine sonne comme une profession de foi dès le début du livre. Alors expliquez-nous. J'aime bien le terme de déclencheur, parce qu'en fait, je pense vraiment pour moi, ça a été un long processus de maturation. J'aime bien parler de rêve, pas parce que c'était éthéré, mais parce que je pense que c'est vraiment né dans des rêves un peu d'enfant. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, j'étais pas tellement... j'étais un peu introvertie, j'étais beaucoup dans mes livres, et mes livres me faisaient rêver. Et en fait, ce désir d'aventure et de marche, je pense que pour moi, il est vraiment né là-dedans. Et j'aime bien me dire que ces rêves, en fait, ils ont leur importance, parce qu'ils sont le terreau dans lequel vont germer des projets comme celui-là. Bien sûr. Et puis, après certaines expériences de voyage, de marche, etc., un jour, j'ai eu ce déclencheur. C'était un moment où j'étais plutôt un peu frustrée. Enfin, voilà, en tout cas, ma vie telle qu'elle se déroulait ne correspondait pas trop à ce que je cherchais.
Et à un moment donné, je me suis dit, mais plutôt que de râler, de me plaindre de mon sort, pourquoi est-ce que je partirais pas vivre une grande aventure, une longue aventure? Je voulais vraiment que ça s'inscrive dans la durée. Sur le moment, je ne savais pas encore ce que ce serait. Voilà, j'ai eu plein d'idées, je suis partie dans tous les sens, des idées plutôt farfelues au départ. Et peu à peu, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était une certaine simplicité que la marche me permet de trouver. Voilà, c'est ce qui frappe dans votre démarche, justement, c'est que vous vous fiez en fait d'une certaine manière à la providence et aux gens qui vous accueillent. L'hospitalité a un grand rôle, dont on va en parler immédiatement, parce que c'est un sujet qui est particulièrement important pour tous les marcheurs, le sens de l'hospitalité, voilà, de l'accueil. Alors Antoine de Surmain, je vous présente maintenant, vous êtes encore très jeune, 31, 32 ans. 32 ans, oui. Vous n'avez pas honte? Bon. Non, non, non. Il y avait déjà à votre actif un bon nombre de marges d'envergure. Gageons que 15 années de scoutisme vous a un petit peu préfiguré, configuré pour ça, converti en tout cas à la meilleure façon de marcher, comme on dit. Vous partagez vos expéditions avec 140 000 abonnés, je crois, peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Un peu plus maintenant, oui, mais voilà. Oui, c'est ça. Oui. Sur les réseaux sociaux et via votre émission, Antoine l'Aventure, diffusée sur Canal+ Kids. Oui, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Et vous avez cette année donc publié chez Salvatore Marche au désert, je l'ai montré tout à l'heure, sur le chemin de Saint-Guilhem, relatant cette marche de fond de quelques tout de même 240 km entre Aumont-Aubrac, que je connais bien, et Saint-Guilhem-le-Désert, que je connais aussi. Voilà, dans l'Hérault. Voilà, avec sa magnifique abbaye. On pourra en parler à la fin. Donc, vous-même, vous définissez, alors est-ce que c'est votre éditeur, que je connais bien, Salvatore, voilà. Est-ce que vous définissez comme aventurier? Est-ce que c'est l'éditeur, c'est vous? On parlait tout à l'heure de l'étymologie, advenire, laisser advenir ce qui doit venir et faire face. Oui. Alors moi j'aime bien ce thème aventurier. Déjà, il y a un côté un peu marketing derrière quand même. Voilà, ça fait toujours rêver. Après maintenant, c'est ce que j'explique aux enfants que je rencontre dans les salles de classe. Pour lesquels je vais pour montrer mon émission par exemple. On n'est pas aventurier, c'est pas un métier. On a d'abord on a un métier professionnel qui nous occupe, et puis ensuite, si ce métier peut nous permettre de faire des aventures, en l'occurrence, je suis réalisateur, et c'est par mes réalisations que j'arrive à devenir aventurier. Voilà. C'est plutôt une vocation au sens du vocare latin, c'est-à-dire être appelé par quelque chose? Moi, c'est-à-dire que j'ai été appelé assez tôt par la volonté farouche de découvrir la France. Ouais. C'est-à-dire que je commençais en fait à travailler dans la télévision pour une émission d'histoire, pour une émission qui s'appelait L'ombre d'un doute, qui était présentée par Franck Ferrand. Et au cours de cette émission, en fait, moi, j'étais envoyé vraiment aux quatre coins du pays pour les besoins des tournages. Ouais. Et en fait, je me rends compte de deux choses. La première, c'est que la France est magnifique. La richesse extrême. Superbe, vraiment. Je fais ce constat-là dans le Luberon, voilà, en Provence, qui est une région que je ne connais pas, dans laquelle je ne suis jamais allé. Et deuxième constat, je ne connais pas mon pays. Et ce deuxième constat me laisse un peu amer. Je me dis, c'est quand même dommage. À l'époque, j'avais 23, 24 ans. Ouais. C'était il y a à peu près 10 ans maintenant. Et je me dis, c'est quand même dommage en fait de ne pas connaître son pays. Et je me dis, je dois sûrement pas être le seul en fait dans ce cas-là. Et j'ai eu envie de créer cette émission pour faire découvrir la France. Donc moi-même, je voulais découvrir la France, et je me suis dit en fait, il faut la faire découvrir. La faire découvrir au plus grand nombre. Pour la faire aimer, ouais. Exactement. Ouais. Et donc pendant 2 ans et demi, j'ai démissionné de mon travail, je me suis consacré à 100% au développement, à la préparation de cette émission, et puis ça n'a pas marché tout de suite. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que à force de me prendre des porte-nez des différentes sociétés de production parisiennes, je suis parti marcher. Donc j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé les Alpes en solitaire, à pied, avec ma tante, etc. Et j'avais encore jamais fait ça de ma vie. Ça a représenté 26 jours à peu près de marche. Il y a 600 km. Ce qui n'est pas rien. Et tout le monde a cru que j'étais fou. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je sens que de cette marche va se passer quelque chose. Et Sonia et Alexandre Poussin le disaient tout à l'heure, la marche soigne, et vous l'abordiez aussi tout à l'heure. Effectivement, il y a ce côté où en fait, quand on part marcher,
on se pose des questions et la marche, en tout cas dans mon cas, m'a apporté énormément de réponses. Bien sûr. Et donc, alors, vous avez une préface à votre livre hein, d'un ami commun, Charles Wright, qui a écrit un très beau livre sur la marche, qui est Le chemin des estives, paru chez Flammarion en 2021. Et alors, il dit de manière très amusante, parce que vous, le credo que vous aviez au départ pour cette marche au désert, c'était de vous nourrir exclusivement de ce que la nature vous apporterait. Alors, des châtaignes, des baies, des salades diverses, pissenlits, etc. Et avec des tentations multiples, mais vous allez tenir quand même jusqu'au bout. Et lui se moque un petit peu et gentiment avec amitié de vous en disant qu'il vous a rencontré dans le cadre d'un festival, je crois, oui. Et que vous connaissez aussi. Et que là, en fait, il vous a vu, vous qui faisiez l'éloge du dépouillement de la 16, il vous a vu dévorer du pâté en croûte. Et c'était 48 heures avant le départ. Et des œufs voilà. C'était 48 heures avant le départ. C'était pour faire des réserves, en gros. Oui. Non, en fait, voilà, j'ai voulu... j'ai eu l'idée de faire cette marche, justement, pour encore explorer des régions de France que je ne connaissais pas. Donc là, donc le chemin de Saint-Guilhem, il part de Aumont-Aubrac, oui. Voilà, vraiment au sud du Massif central, pour arriver aux portes de la Méditerranée. Et dans l'Hérault, effectivement. Saint-Guilhem-le-Désert, exactement. Donc ça représente à peu près entre 240 et 250 km. Oui. Mais j'ai eu envie de rajouter une petite difficulté à cette marche, parce que effectivement, je marche souvent pour le transmettre sur les réseaux sociaux, etc., et partager mes aventures. Et je me suis dit que la petite difficulté à rajouter, cette fois, ça serait de partir sans nourriture, pour se nourrir exclusivement de ce que la nature allait m'offrir, finalement. Vous avez perdu combien de kilos? J'en ai perdu 4. 4 en 10 jours. Ce qui n'est pas... 4 en 10 jours, moi je trouve que c'est pas cher payé en fait, parce que 4 en 10 jours avec un sac qui devait peser aux alentours de 12 et 15 kilos, en marchant 25 km par jour avec un peu de dénivelé quand même. C'est pas si énorme. Je trouve que c'est pas, voilà, en mangeant exclusivement végétal, voilà. Donc, et au début je voulais vraiment faire cette marche dans un défi un peu survivaliste, un peu pour me prouver, voilà, parce que je suis un aventurier qui quitte pas l'Hexagone finalement, hein, qui reste vraiment dans les frontières. Mais donc du coup voilà, j'avais vraiment envie de me lancer ce défi, et ce que je me suis rendu compte, c'est que la nature me prodiguait vraiment en temps et en heure tout ce dont j'avais besoin pour avancer, et j'ai vraiment... Et on va voir justement, on va l'évoquer. Et donc il y a une différence notable, pour moi en tout cas, et elle est inscrite dans les mots eux-mêmes, mais entre le randonneur et le pèlerin. Et vous considérez plus que... Enfin, vous êtes une pèlerine, très clairement. Vous le dites, au départ, je suis pèlerine. Et ce chemin vers Jérusalem, c'est un chemin de pèlerinage. Vous aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plus randonneur, plus pèlerin ? Moi, ça a été une vraie question, en fait. C'est étonnant que vous disiez que je l'affirme. Enfin, je trouve ça chouette. Pour moi, c'était pas si évident que ça. Ouais. Mon envie de départ, c'était de vivre une aventure. C'était ça le point de départ. Après, je me suis rendu compte que si je voulais que mon aventure ait du sens pour moi, pour ma vie, il fallait qu'elle ait une quête spirituelle. Donc là, je me suis inscrite dans une démarche de pèlerine. Mais j'ai passé mon temps un peu à me sentir sur une crête et à me demander en fait quelle est la différence entre la marcheuse un peu aventurière et la pèlerine. À me dire, parfois j'allais me mettre dans des situations pas possibles parce que l'Italie, j'ai choisi de la traverser par les Alpes et que c'est plus engagé, que je cherchais systématiquement les voies de passage un peu plus sauvages, en Israël aussi le désert du Negev, enfin... J'ai pas cherché la facilité en termes de terrain et je passais mon temps à me demander mais est-ce que j'en fais trop du côté de l'aventure, est-ce que ça m'éloigne pas du pèlerinage parce que ça me prend du temps, de la concentration liée au terrain, à la carte, au fait de pas savoir où je vais aller, où je vais manger, où je vais dormir. Voilà, pour moi ça a été une vraie question jusqu'au bout. De me dire mais qu'est-ce que ça veut dire en fait être pèlerine aussi. Finalement c'est un mot qu'on entend beaucoup mais je savais pas vraiment ce que ça voulait dire dans ma vie. Donc là, quand on parle de pèlerinage, il y a forcément une dimension de plus grand que nous, de plus haut, une dimension spirituelle qui est quand même très présente dans votre livre. Donc. Qui est présente dans mon livre. En tout cas, la conclusion peut-être, en tout cas, ce que j'ai fini par me dire, à force de réfléchir à ce sujet pendant mon voyage, parce que j'ai rencontré dans ma vie aussi ailleurs, mais des pèlerins pour qui il n'y avait pas forcément cette dimension spirituelle, religieuse, transcendantale. J'ai l'impression que on va en pèlerinage parce qu'il y a un endroit qui représente quelque chose, qui vient répondre à une forme de quête. Vous avez fait en partie le chemin de Compostelle. Oui, en entier. Vous l'avez fait en entier. Oui, oui.
Et voilà, en fait, c'est un lieu qui vient répondre à une quête. Ouais. Quelle que soit cette quête, un lieu qui, ça peut être un pèlerinage sur ses terres familiales, par exemple. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que ça vient répondre à quelque chose. Bien sûr. En tout cas, voilà, c'est ça que... Paul Ricoeur, par exemple, avait soin de dire « le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre ». C'est un très bon mot. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est une des dimensions? On l'a vu avec les poussins, Alexandre et Sonia, hein, c'est une dimension essentielle quand même, l'altérité. Donc comment l'avez-vous vécu sur le chemin? Je réponds, tu commences? Allez-y. Alors moi, je me suis rendue très dépendante des autres parce que je m'étais un peu fixée comme règle... La loi de l'hospitalité, mais... Je m'étais fixée comme règle de marche de ne pas aller à l'hôtel, donc de demander l'hospitalité, sauf j'avais ma tante aussi, donc quand j'étais dans des zones un peu sauvages, je bivouaquais. Mais le reste du temps, je demandais l'hospitalité. Ça faisait vraiment partie de ma démarche aussi. À une époque, je suis partie en 2017 et c'était un peu après le début de la guerre en Syrie. Et on parlait beaucoup de cette difficulté des Européens d'être dans l'hospitalité. Et moi, ça me questionnait. Je me dis, mais c'est pas ce monde-là dans lequel j'ai envie de vivre, ce monde qui ferme un peu ses portes. Et donc, j'ai eu envie d'éprouver, moi, dans ma vie, est-ce que, en fait, cette hospitalité existe ? Il y a quelque chose de presque animal pour moi, où finalement, quand on voit un autre être humain dans la difficulté ou qui demande quelque chose d'aussi basique que boire, manger et dormir... Ça paraît simple, mais pourtant... Ça paraît simple, et pourtant, qu'est-ce que c'est dur. Il y a des contrées où vous avez été très bien accueillis. En fait, c'est plus... Et d'autres où les portes vous étaient fermées. Plus l'accueil était facile. Parce que aussi les gens sont dans la rue. C'était le cas en... Voilà, en Albanie, qui est le pays le plus pauvre que j'ai traversé, j'ai pas utilisé ma tente une seule fois. En Bosnie aussi. Mais la Bosnie aussi, c'est pareil, c'était facile. Parce qu'en fait, alors qu'il y a pas mal d'endroits où les portes sont restées closes et vous étiez à certains moments à bout de force, en larmes, vous le dites, hein, donc à vous poser 1000 questions. Donc ça a pu vous arriver. Et ce qui est dur aussi, c'est qu'en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas accueillir. Par exemple, j'ai beaucoup demandé l'hospitalité dans des paroisses en Italie, mais des prêtres parfois ne pouvaient pas m'accueillir parce que je suis une femme seule et que eux ça aurait été mal vu qu'ils accueillent une femme seule chez eux, ce que je comprends. C'est la façon dont on dit non, en fait, qui peut être blessante ou pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Mais cette rencontre, en fait, ce que je trouve magnifique, c'est à quel point les autres, moi, m'ont donné de la force et de l'énergie. Quand on me dit, waouh, tu es courageux, tu pars toute seule. Je dis oui, mais en fait, je me sens tellement portée. On va y revenir parce que partir seule, c'est déjà une aventure, mais pour une femme, peut-être encore plus. Donc, on va en parler parce que ça, c'est important. Donc, l'altérité, aller vers l'autre, ce mot de Paul Ricoeur, donc évidemment. Alors, votre parcours a été plus solitaire que celui d'Aliénor. Voilà, c'est pas forcément la question sur laquelle je vais pouvoir être le plus pertinent, parce que moi, il y a vraiment Il y a eu des belles rencontres. Il y a eu cueilleurs de champignons. Il y a eu des très belles rencontres sur Marche au désert, mais sur mes autres expéditions en France. Mais c'est vrai que moi, je recherche vraiment cette solitude. Dans le sens où voilà, j'ai cette impression de ma vie où j'ai l'impression d'être constamment entouré, sollicité, et être avec une société qui fait beaucoup de bruit, qui est toujours en mouvement. Oui, le vacarme. Là. Et voilà, quelque chose d'assez bruyant. Et moi, je cherche justement, en fait, par ces marches solitaires, à essayer de me cacher un peu. Il y a un peu cette quête de repli, où j'ai envie de me retrancher un peu dans les forêts, être au calme et essayer de pas trop communiquer avec l'autre, justement. Parce que je trouve que la solitude, en tout cas quand elle est choisie, aujourd'hui est un trésor. Parce que découle de la solitude le silence, l'introspection, la méditation, la connaissance de soi. C'est un trésor. Hein. Et je trouve beaucoup de plaisir à marcher seul et justement à essayer de tout faire pour éviter un peu les rencontres. Quand je traverse des villages, justement, j'aime bien essayer de les traverser de manière assez furtive, assez rapide, ne pas être vu. Et puis je trouve un certain plaisir à monter ma tente le soir dans des endroits un peu cachés, au fond des forêts. Voilà, donc j'aime beaucoup ça. Mais effectivement, il y a eu de très très belles rencontres à des moments, voilà, où on souffre aussi un petit peu de la solitude. On se dit, tiens, bon, j'en ai marre de parler aux moutons. Et ça, le soir, effectivement, un moment quand on se retrouve par un temps pas toujours clément, seul face à soi-même, etc. Vous le dites, à un moment, la solitude, vous avez fini par l'apprivoiser comme étant une part essentielle du voyage. Mais ça n'a pas été si simple. En fait, moi, j'aime beaucoup marcher, voyager seule. Je suis assez solitaire et sociable les deux, mais vraiment, marcher seule, c'est quelque chose que j'aime profondément. Ce qui a été difficile, en fait, il y a plusieurs formes de solitude. Ce qui était difficile, c'est à un moment donné, en Albanie, j'étais tout le temps sous le regard des autres.
parce que y a du monde partout, même dans les Avec des regards parfois pas forcément bienveillants. La plupart du temps très bienveillants, mais très curieux. Par exemple, si je marchais et qu'il y avait des voitures, des camions qui passaient à côté de moi, ils klaxonnaient systématiquement pour me faire coucou. Mais en fait, c'est violent quand on marche. Bien sûr. Le bruit est terrible quand même, ça me faisait sursauter. Et le soir, j'étais beaucoup accueillie dans des familles, mais là-bas, il y a une promiscuité à laquelle, moi en France, je n'étais pas habituée. Donc je dormais dans le salon ou dans la chambre des enfants avec la grand-mère. C'était très généreux, voilà. Et quand je me couchais, tout le monde me regardait me coucher parce qu'un sac de couchage, c'était quelque chose qui n'était pas connu. Ouais. Et en fait, d'être tout le temps sous le regard des autres, finalement, ça m'isolait beaucoup. Enfin, je me sentais seule, mais pas positivement. Ouais, c'est ça. Donc, il a fallu que je réapprivoise la solitude que j'aime. Donc, je faisais attention justement à la journée, à éviter le plus possible les endroits fréquentés, à faire des pauses à midi vraiment à l'abri des regards. Et donc, donc la solitude, donc pour une femme qui marche, donc vous avez, à certains moments, vous vous êtes senti, je crois que vous avez connu une agression en Albanie. Oui, heureusement, pas trop grave, mais quand même. Pas trop grave, qui n'est pas allé trop loin, heureusement. Mais en tout cas, il y a eu des moments où vous avez eu peur. En fait, il y a des moments où, en tant que marcheuse, j'ai eu peur parce que la situation objective était dangereuse. Je veux dire, l'orage en montagne, le bord d'une route où les voitures... Un torrent... Et là, c'est OK parce que c'est moi qui me mets là-dedans et que, homme ou femme, on a peur de la même façon. Oui, ce que j'ai trouvé très dur, c'est des moments où j'avais peur ou alors c'était désagréable parce que juste je suis une femme qui marche. Oui, ça. Et ça, je trouve, c'est profondément injuste. Et on m'a énormément demandé, et c'était la question qui revenait le plus souvent, pourquoi je marchais seule. C'est quelque chose qui est assez désespérant, qu'on en soit encore aujourd'hui à ce type de clichés, de perceptions. C'est une question c'est une question qui m'est beaucoup posée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes qui me demandent en fait comment elles peuvent faire pour marcher seules, parce qu'elles appréhendent énormément. Oui. Et voilà, c'est quelque chose que je déplore beaucoup, mais j'en dis en fait le risque. En fait, j'ai l'impression quand même que les environnements sains attirent des individus sains. Moi, j'ai jamais fait de mauvaises rencontres, par exemple, en randonnée en montagne. Les mauvaises rencontres, je les ai souvent fait en centre-ville. Oui, bien sûr. Voilà. Donc après, le risque zéro, effectivement, n'existe pas, mais c'est vrai que je ne sais pas trop quoi leur répondre à ce moment-là, ces femmes qui ont peur de marcher. J'avais rencontré, alors, son prénom c'est Karen, j'ai oublié son nom de famille, elle avait été aussi à Jérusalem à pied seule, elle a écrit un livre il y a pas mal d'années, je l'avais rencontrée. Ouais. Et elle m'avait donné des conseils que je trouvais très bons, c'était déjà d'écouter son intuition. Et c'est très juste, en fait. On a une espèce de signal d'alarme intérieur, quand même, qui nous dit, là, peut-être qu'il a l'air aimable, mais en fait, non, c'est pas vrai. Et la seule fois, non, il y a eu 2 fois, en fait. Il y a une fois que je raconte pas dans le livre, mais en Albanie, quand je me suis fait embêter, c'est que j'étais malade. J'ai eu des preuves, voilà, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Oui, ça vous le racontez, effectivement. Et ça m'a, et en fait, ça m'a coupé de mon bon sens. Donc, c'est, voilà, écouter son intuition, son bon sens, et ne pas toujours dire bonjour. En fait, ne pas toujours être poli. Et ça, c'est très juste. C'est parce que parfois... C'est pas facile, finalement. Et c'est pas facile, parce que dans notre éducation, quand on nous dit bonjour, il faut répondre bonjour. Et en fait, parfois, non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut être un peu sèche et partir sans répondre. Et puis, derrière, c'est du bon sens. Par exemple, quand j'étais accueillie dans des familles, j'étais beaucoup accueillie dans des familles, mais si c'était un homme qui proposait de venir dormir chez lui, je lui demandais systématiquement, est-ce que vous habitez avec votre famille ? Voilà, c'est une manière de me protéger et de montrer, en fait, je ne viens pas chez toi parce que tu es un homme. Effectivement, il y a un homme qui vous propose, et qui vous précise d'ailleurs que vous ne risquez rien, etc. Mais plus la soirée passe et plus il boit. Ouais, c'était en Italie. Et à un moment, vous êtes sauvé, si je puis dire, mais en tout cas par la tenancière de l'épicerie, quelque chose comme ça, qui vous dit non, venez chez moi, ce sera mieux. Oui, et puis c'est vrai que c'était en Italie, donc j'étais en montagne, dans un petit village. Il y avait des gros orages toute la journée, il faisait un temps vraiment désagréable. Il fallait vraiment trouver un gîte, quoi. C'est ça, j'avais aucune envie de dormir dehors dans ma tente, donc ça rajoute un peu de pression. Et puis, plus la soirée avançait, moins je me sentais de dormir chez cet homme. Et la tenancière du bar, finalement, je suis allée vers elle en disant, écoutez, je suis désolée, peut-être que c'est quelqu'un de correct, mais je préfère pas prendre de risques. Et elle m'a accueillie chez elle, elle était incroyable. Ouais. Bon. Et donc, il y a cette solitude qui est un élément essentiel, sauf qu'à certains moments, vous le dites, vous dites les paroles du Christ, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il y a des moments de désespoir, c'est un mot fort, mais des moments de découragement où vraiment on est à bout. Et alors, qu'est-ce qu'on fait justement quand on est à bout, qu'on a l'impression d'être abandonné ? Qu'est-ce qu'on fait pour se remettre en marche alors ? Moi, effectivement, il y a des moments quand on marche, quand on est trempé jusqu'aux os, quand on est fatigué, quand on a des ampoules
qui nous font saigner, parce etc. que les pieds, si essentiels. Exactement. Morfle. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut paraître un peu, où on est désespéré, où tout va mal, on se demande voilà, pourquoi on est là. Et moi, ce que j'essaie de faire à ce moment-là, c'est justement d'apprécier ce moment, parce que c'est ça qu'on vient chercher aussi un peu finalement. Quand on se met en marche, quand on part à l'aventure, quand on part marcher, on ne va pas chercher le confort, justement. C'est exactement pour ça qu'on quitte notre canapé. Et vous dites même, vous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez chercher... je vais chercher ça, vraiment. Une forme d'apprentissage de la douleur, d'une certaine manière. J'aime particulièrement l'intranquillité et l'inconfort, et rechercher ça. Et à partir du moment, en fait, où on se dit, ah mais bon, là, je suis dans cette situation, voilà, où je suis complètement trempé, je ne vais pas être sec avant 48 heures, etc. Essayer, ça peut paraître bizarre, mais juste essayer d'apprécier ce moment. Et en fait, tout devient d'un coup plus lumineux et plus compréhensible, quoi. En fait, on vient chercher ça, on est là pour ça, en fait. On est là pour rechercher cette intranquillité, parce que c'est dans cette intranquillité, dans cet inconfort qu'on se révèle aussi, qu'on découvre qui l'on est. Donc, en fait, et des choses parfois insoupçonnées de nous-mêmes. Oui. Dans les derniers retranchements, bien sûr. Et c'est face aux épreuves qu'on se révèle. Hein. Exactement. Donc voilà, moi, j'essaye d'apprécier ces moments à leur juste valeur, et c'est ça qui les rend... qui les fait passer plus facilement, en tout cas. Ouais. Alors, la préparation, la planification, mais aussi, à certains moments, la providence, ou ce qu'on pourrait appeler comme ça, avec un grand P. Il arrive que l'on se perde, hein, ça vous arrive, à un moment, il y a un GPS qui flanche, on se perd, mais finalement, le fin de la marche n'est pas de se perdre pour mieux se retrouver de manière profonde. Est-ce que vous pensez ça? Ah bah oui, non mais je pense que... il y a une jubilation dans l'égarement finalement à un moment, une griserie. Alors il ne faut pas que ce soit un mauvais moment, au milieu d'une tempête, en pleine nuit, avec des loups autour par exemple. Oui, voilà. Mais bon, la plupart du temps, ça n'est pas ça quand même. En fait, c'est bien de se perdre quand on sait qu'on risque rien, quoi. Voilà, c'est ça. Quand on se perd effectivement en haute montagne avec des orages menaçants, là ça devient... je ne sais pas où est la quête de soi à ce moment-là, mais c'est plutôt la quête d'un refuge, à mon avis. C'est la quête du salut, là. Exactement. Ouais. Mais non, effectivement, oui, se perdre un petit peu, il y a une métaphore assez facile qu'on pourrait faire. Se perdre sur les chemins, c'est se perdre un peu dans les retranchements de soi-même. Et puis, bien sûr. Et puis c'est encore aller dans des zones inexplorées de soi. Donc, qu'est-ce que vous pourriez évoquer sur ces sujets? Déjà, moi, je prépare jamais. Je n'y arrive pas. Enfin, même quand j'essaye, je n'arrive pas à préparer. Donc c'est par pur métabolisme personnel déjà, voilà, vous y allez. Et donc, et puis je trouve qu'en fait tout ce qui arrive de beau est dans l'imprévu. Ouais. Et même dans les, c'était important pour moi aussi de ne pas échapper aux difficultés. On parle d'une journée entièrement sous la pluie et tout ça, parce qu'en fait je me suis rendu compte que en pleine canicule. Hein. Moi, j'ai beaucoup souffert de la chaleur. Oui, oui, parce que c'était les... Physiquement, ça m'a vraiment épuisée. Je me suis dit, la pluie, c'est une fatigue mentale. Hein. La chaleur, c'est vraiment une fatigue physique. Mais en fait, je me suis rendu compte que les plus belles surprises, les moments finalement les plus forts que j'ai vécus, c'est parce que, quelque part, j'avais accepté de traverser cette difficulté et que j'avais été jusqu'au bout. Et ça, c'est une forme de confiance qui s'installe aussi, au fur et à mesure, que la difficulté, il y a toujours un moment où ça se termine. La pluie, à un moment donné, on va trouver un abri. Il faut avoir un niveau d'attente qui ne soit pas très élevé. Mais c'est ça qui est beau, en fait, quand on n'attend rien de spécial, c'est que tout ce qui arrive est donné, c'est un cadeau. Et d'avoir, je trouve, c'est une capacité aussi, ce que tu dis un peu, à voir les petites choses, le beau, Cette capacité qu'ont les enfants, d'ailleurs, d'émerveillement devant un manège ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous citez à un moment en épigraphe un mot de Chesterton, donc le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Et voilà, est-ce que la marche n'est pas une certaine manière de cette mise en mouvement, plus de l'esprit et de l'âme d'ailleurs que du corps lui-même, je le pense, pour aller vers cet émerveillement retrouvé, celui peut-être de l'enfance justement. Pour s'émerveiller, il faut prendre le temps en fait. Oui, voilà le temps. On ne peut pas s'émerveiller dans un TGV qui file à 300 km/h ou dans le dernier Airbus, quoi. Donc il faut prendre le temps, et la marche en fait c'est le meilleur moyen de se déplacer en prenant le temps. Donc le meilleur moyen pour moi de s'émerveiller tout simplement. Donc ouais, moi c'est quelque chose que j'essaye de développer, parce que je trouve qu'aujourd'hui on accorde beaucoup d'importance à ce qui est laid, à ce qui est violent, à ce qui fonctionne pas, et tout serait tellement plus simple en fait si on accordait plus de temps à ce qui est beau,
à ce qui est grand, à ce qui est vrai. À ce et qui puis est... aller vers les vrais luxes, on va terminer là-dessus, mais le vrai luxe, ce n'est pas l'extase matérielle qu'on nous propose voilà, au quotidien qui est quand même qui nous enlise. Mais est-ce que les 3 vrais luxes que permet, justement, vers quoi permet d'aller la marche, ne sont pas le temps, le silence et l'espace hein? Oui, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est aussi essayer d'être attentive aux petites choses. Je veux dire, c'est facile de s'émerveiller devant du spectaculaire. Je le fais tout le temps, je vis près des montagnes. Et la petite chose, effectivement, ouais. Mais ce que j'aime à pied, c'est qu'on a le temps de voir la petite fleur au bord du chemin. La fleur rare, le scarabée qui a une couleur incroyable. J'avais un petit jeu que je faisais, parce que quand on marche tout seul pendant longtemps, on essaie de... Parfois, il faut s'amuser un peu aussi. J'écoutais les bruits sur les bas-côtés, dans les fourrés, les sous-bois, etc. Et j'essayais de deviner quel était l'animal qui faisait ce bruit-là. Et en fait, c'est incroyable le bruit que peut faire un tout petit animal, même un lézard. Et moi, j'adore aujourd'hui me concentrer sur ce qui est un peu le micro. Le macro, finalement, ça... Puis ça nous écrase. Ça m'écrase et c'est impressionnant, c'est beau, mais finalement, la vie, moi, elle me touche plus dans ce qui est petit. Dans ces aspects microscopiques. Et même le vélo, ça ne permet pas assez, je trouve, de voir le détail. Ça va encore trop vite. Donc la lenteur, voilà, la lenteur de la marche. Et la contemplation de ce qu'on ne pense pas toujours à contempler, en fait. Ouais. Ce qui est sur alors, on va terminer là-dessus, mais donc là, vous faites un moment dans votre livre l'éloge de Paul Vidal de Lablache, donc un grand géographe, c'est le moins qu'on puisse dire, révolutionnaire de la cartographie, qui a rendu les géographies, je dirais, plus humaines, hein, qui l'a amené vers vraiment l'humain à hauteur d'homme. Et il se trouve, Aliénor, donc, descend de Paul Vidal de Lablache. Oui. Donc, un bon sang ne saurait mentir. Voilà, donc c'est bien que vous puissiez vous rencontrer, hein, un de vos grands hommes, et puis Aliénor, donc sa descendante. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, hein, comme disait le poète. Voilà, mais je rappelle, Marche au désert sur le chemin de Saint-Guilhem, donc le livre d'Antoine de Surmain, et puis Aliénor Vidal de Lablache, donc Seul à pied vers Jérusalem, avec un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Tambour battant en 3e partie, heureux de vous retrouver avec cette fois-ci notre grand témoin Bernard Quinsat, qui est venu ce matin même de Clermont-Ferrand par le train, et je l'en remercie infiniment. Donc Bernard Quinsat, son nom dira peut-être quelque chose à pas mal d'entre vous, car il est, pour paraphraser le grand Alexandre Vialat, autre grand Auvergnat. Alors, l'Auvergne produit des ministres, des fromages, des volcans, hein, c'est ce que disait Vialat, mais je serais tenté d'ajouter, et Bernard Quinsat, figure de la région, qui aura passé sa vie à célébrer cette terre, que j'aime moi aussi, bien que n'étant pas auvergnat. Mais Bernard Quinsat, aujourd'hui, a 76 ans, on peut le dire. On peut le dire. Et est un des défricheurs des sentiers de marche dans cette région si riche en paysages. Et en montée, plus qu'en descente, d'ailleurs, pour reprendre l'expression de Vialat. Il y a en Auvergne plus de montée que de descente. Voilà, toujours cet esprit de Vialat qui, moi, me réjouit profondément. Et donc, il y a... donc, vous avez été fondateur de la fameuse association Chamina, on va en parler, hein, découvreur et réhabilitateur de la Via Arverna. On va en parler évidemment là aussi. Vous avez nourri pas mal de livres. Vous avez contribué à un film aussi, hein, sorti en 2018, L'âge de la marche en route vers Compostelle. Donc voilà, ce film que j'ai pu voir récemment, sorti en 2018 et tourné par Élise et Louis-Marie Blanchard, en partie en Auvergne. Hein. N'oublions pas que l'Auvergne, avec la Via Podiensis, c'est un des hauts lieux, avec le Puy-en-Velay, hein, du départ. Hein, c'est devenu en tout cas. C'est devenu, voilà. C'était pas le, voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas, parce qu'il y a même encombrement, on pourra en parler, hein, il y a même beaucoup de monde, peut-être un peu trop, je ne sais pas, et une des 4 voies principales qui mènent vers le Camino Frances, bien sûr, et Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, et puis il y a cette fameuse Via Arverna qu'on va évoquer, reliant Clermont-Ferrand à Cahors, et ça a été tourné sur ce chemin en partie là aussi. Ça va jusqu'à Saint-Jacques, le film. Oui, bien sûr, ça va jusqu'à Saint-Jacques, mais en passant donc par Cahors. Alors, Bernard, qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie, ce désir d'ailleurs, de marche vers l'infini, en tout cas vers les grands espaces? Alors, vous êtes ouvert lors d'un entretien à la montagne, hein, qui est une grande institution régionale, un épisode douloureux de votre enfance, la mort de votre père. Alors expliquez-nous, vous dites « J'ai éprouvé toute ma vie une immense culpabilité et en même temps ça a été un moteur, ça a été fondateur pour moi ».
En quel sens? Vous aviez 4 ans, je crois, quand votre boulanger, je crois, est mort. Ouais, mais j'évoque ma mère aussi, parce que je suis souvent questionné sur ce pourquoi, là, de l'ailleurs, de la curiosité. Ça marche, donc. Ma mère adorait conduire et elle regardait la PQR et elle découvrait toujours un endroit dans la PQR qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle connaissait pas. Le dimanche, elle nous mettait tous dans la voiture et elle allait, et on allait découvrir cet endroit. Mais elle avait une particularité, c'est qu'on revenait jamais par la route par laquelle on y était allé. Alors ça, c'est essentiel, effectivement. Moi, j'ai un peu cette réticence aussi à remettre mes pas dans mes pas. Je crois que c'est très fondateur de ma curiosité. Et puis après, bon, l'histoire du père, c'est à la fois assez habituel, mais et complexe, bien sûr. Et complexe. Le rapport plus tard qui va se faire à la marche, c'est que moi, je pense que la marche, c'est essentiellement un exercice de consolation. Oui, c'est une très belle expression et je suis... C'est pour ça quand j'entends guérir et tout, on a tous à être... Enfin, comme le dit Heidegger, on est jeté au monde, la naissance, on est jeté au monde. Un projet jeté, oui. Et Freud en a assez parlé de ce désarroi initial. Bien sûr. Et donc, la marche, le bercement de la marche... L'ébranlement de la marche. L'ébranlement de la marche. Un mot très fort, ça, oui. Il contribue à guérir un peu de ce désarroi initial. Et donc on en parlait tout à l'heure, effectivement. Et ce désarroi initial, il est en même temps celui qui fonde notre propre humanité, quoi. Bien sûr, oui. Notre humanité, elle n'est pas assise sur une espèce d'origine heureuse, quoi. Oui, les romantiques allemands évoquaient par exemple la grande douleur diffuse, quelque chose qui habite en l'homme. Et donc cet ébranlement, effectivement, le mot est fort, mais il renvoie à un très vieux mot, hein, la branloire pérenne de Montaigne. Hein, le monde est une branloire pérenne. Donc où tout est mouvement, en quelque sorte. Et cet ébranlement, c'est aussi un ébranlement intérieur dans la marche, puisqu'il y a une remise en question, à la fois physique, mais physiologique, mais aussi, évidemment, de ce qu'on peut être, soi, en tant que notre métabolisme, mais notre vie spirituelle, notre vision du monde, en quelque sorte. Oui, mais moi, je dis souvent, je marche, donc je suis... Et puis l'expression est reprise, elle n'est pas d'une très grande originalité, mais dans mon esprit, c'est que le cogito de Descartes est fondamentalement remis en question. C'est-à-dire que c'est pas l'esprit qui pense, le cogito, c'est le corps tout entier. C'est le corps tout entier, voilà. Et la marche donne la parole au corps. Elle fait prendre corps. Pour moi, l'horizon de la marche, c'est le corps. Ça peut paraître curieux. C'est bien le corps qui est au départ, mais c'est un corps un peu abstrait. Et la marche, par l'ébranlement, pour travers des choses... Moi, je suis très matérialiste. Hein, donc, et c'est le corps au sens de la totalité, en fait. De la totalité, puis d'une structure très particulière qui a une espèce de continuum dans le corps, fibreux, et la marche, elle va ébranler ça. Et moi, la chose, pour moi... C'est difficile de parler de la marche. Parler de la marche, pour moi, les mots... Je souhaiterais que les mots me tombent des mains tellement on va trop vers des lieux communs ou des choses ainsi. Très souvent, oui, on a le droit aux clichés, etc. Ouais, mais justement... Mais moi, je crois que quand on a beaucoup marché, qu'on est fatigué plusieurs jours de suite, et que paradoxalement, alors que le corps devrait s'effondrer sous la fatigue, en fait, au contraire, le corps, il semble s'envoler. Et à ce moment-là, il y a un chant qui s'élève à l'intérieur du corps. Il y a une psalmodie. Et moi, je crois que cette psalmodie, c'est pas là,
on a tendance à croire que c'est là qu'est la résolution de questions qu'on aurait posées. Et moi, je ne crois pas du tout. Je crois que cette psalmodie, elle pose une question. C'est les questions qui remontent de ce corps qui éprouve le monde depuis au moins 300 000 ans. Et pour moi, ce qui chante en moi, ce qui parle en moi, le démos un peu des Grecs, c'est simplement Sapiens, Sapiens, qui frappe à la porte et qui dit attends, écoute-moi. Et c'est aussi ça, à mon avis, c'est dans ça que se fonde la relation qui est essentielle pour moi de la marche et de l'écriture. Bien sûr. L'écriture, c'est de mettre des mots, ou alors c'est un récit de voyage, mais c'est un peu autre chose, mais c'est d'essayer de mettre les mots sur cette psalmodie intérieure. Ouais. Faire extérioriser effectivement ce chant intérieur, cette musique intérieure sans laquelle on n'est rien, effectivement. Voilà. Donc il y a alors finalement, donc on a vu donc vous définissiez comme un délinquant scolaire au départ. Et donc, comment le délinquant scolaire a trouvé sa voie, là? Mais dans le c'est une manière amusante de le dire, voilà. Le journaliste qui prend déjà avec des appétits de grand large. Côté bad boy, mais voilà. Ça me va très bien. Hein. Des appétits de grand large, en quelque sorte. Oui, voilà. Moi j'ai quand même 20 ans en 68. Ben voilà. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vaguement. Vaguement, donc, ouais, je vais au service militaire à un moment de ma vie, ça doit être dans ces trucs-là. Vers 20 ans. Oui. Et le bad boy, en fait, il est souvent condamné à des marches de nuit. Ben voilà, ça commence comme ça. Donc. Et j'adore ça, marcher la nuit. J'ai connu ça. Avec un capitaine qui est beaucoup... qui a moins de disposition que moi à la marche, mais qui a une rigueur terrible. Ouais. Et donc, ça, si tu veux, cette espèce de... Je suis un peu l'aborigène dont parle Chatwin, si tu veux, qui... Bruce Chatwin, un grand écrivain de voyageurs. Hein. Dans son bouquin, là, le chant des pistes, quand il dit « du temps du rêve », avec un R majuscule, les ancêtres, avec un A majuscule, parcoururent le monde, et c'est parce qu'ils chantèrent, et le ruisseau, et l'arbre, et le rocher, que le monde vient à l'existence. Ouais, ouais. Et vous parliez tout à l'heure d'enchantement, l'enchantement dont moi je... Émerveillement d'enchantement, oui. Il est là, quoi. Le monde, s'il cesse d'être chanté, il n'existe pas. Bien sûr. C'est d'une platitude crasse. Oui, absolument. Tout à fait d'accord avec ça. Et donc, alors, vous êtes, comme on l'a dit, un des fondateurs de Chamina. Alors, Chamina, c'est une institution bien connue, donc en 74, je crois. Oui, mais ça prend ses racines presque une dizaine d'années avant. Oui. Et donc, alors voilà, c'est une lente maturation, j'imagine, là encore. Mais qu'est-ce que Chamina? Donc, quels étaient ses credos, ses actions au moment de sa création? Et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? On est dans les années 70. Ouais. On est donc dans du politique fond la caisse. J'imagine, oui. Ça n'a pas trop changé, d'ailleurs, à vrai dire. C'est un peu différent quand même, mais c'est vrai que... Bon. C'est un peu différent. Et pour moi, cette espèce d'être au monde à travers la marche, c'est une totalité. Alors, j'emploie le mot toujours avec beaucoup de précaution, oui. Mais c'est une totalité et ça va faire que ces types de ces âges-là, quoi, ils vont... La marche doit répondre à tout. C'est-à-dire qu'on va développer un spectre d'activités qui va du plus intello, c'est ce que je vais faire avec les Arts du chemin, c'est ce qui marque profondément nos éditions. Voilà, au plus mercantile, si tu veux. C'est pour ça que très tôt, on va créer une agence de voyage. Alors, agence de voyage, des éditions, donc des topo-guides, voilà, des livres. On est dans le marchand, ouais. Mais on est marchand dans nos têtes aussi, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai un culte particulier pour Mercure, qui
qui est ce dieu des voleurs, des voyageurs. Qui est aussi le dieu des voleurs, des voyageurs et des banquiers. Ouais. Donc, voilà. Et il a un spectre assez large. Hein. C'est bien de le rappeler. Effectivement, l'Hermès grec et le Mercure romain. Et l'Hermès du Dôme au Puy-de-Dôme. Au Puy-de-Dôme, bah oui, bien sûr. L'Hermès d'Oumia. Oui. Et donc, il y a eu, grâce à Chaminade, justement, une redécouverte de ce patrimoine magnifique du Massif central. Vous avez aidé à ça, à le mettre en valeur, d'une certaine manière. Et donc, dans la thématique de l'émission, là, ça m'a fait sourire d'ailleurs parce que je croyais que c'était une question qui ne se posait plus, mais un effet de mode, est-ce que c'est un effet de mode ou... Alors, on va en parler parce et si tu veux, à l'époque où, dans les années 70, quand on va très sérieusement, parce qu'on est des gens sérieux, on est des gens qui ne se prennent pas au sérieux, mais très sérieux, donc on est convaincu d'entrée que c'est important. Ouais. C'est important parce que, comme on est convaincu que la marche est fondamentalement subversive, on a bien là un des leviers pour changer le monde, quoi. Et donc, on va commencer ça avec... on ne sait pas défendre nos propres intérêts, mais l'intérêt de la marche, alors là, oui, et donc, vous allez... Alors, on nous pointe dedans en disant, mais ce ne sera qu'un effet de mode. Et dans cette espèce de livre sur lequel on travaille tout de suite, qui s'intitulera « Chaminade la légende », l'incipit quelque part, c'est de dire... et au début, il disait « ce ne sera qu'un effet de mode ». Oui. En disant « au début », ça veut dire qu'il y a eu un début, et ça veut dire qu'il y a une histoire. Bien sûr. Et cette histoire... Alors aujourd'hui, par exemple, je voulais avoir votre avis là-dessus, mais par exemple, dans les années 60, on comptait, mais je crois que c'est quelque chose comme 5 ou 6 000 pèlerins sur les chemins de Compostelle. Aujourd'hui, au dernier recensement, on en est à plus de 400 000, 450 000 par an. C'est faramineux. Il y a eu une évolution absolument faramineuse. Est-ce que pour vous, c'est une bénédiction ou un encombrement ou les deux à la fois ? La question, cette évolution est posée, je crois, tout à l'heure. L'espèce de faux débat entre randonneurs, pèlerins, oui. Auquel moi je rajoute marcheurs. Marcheurs, oui. Puisque je n'emploie pas les deux autres termes. Oui. Éventuellement, je fais une concession disant marcheur-pèlerin. Mais toute marche est un pèlerinage. C'est vrai. Quelque part. Ouais. Quand tu fais le GR7, des Vosges jusqu'au seuil du Lauragais, je veux dire, ton corps est sérieusement ébranlé. Et la grande question se pose. Donc, tout ça s'est concentré sur Compostelle. Moi, je ne sais pas quoi en penser. Ce que j'en pense, c'est trahi tout de même. Peut-être dans le fond, c'est qu'en fait, c'est une réduction du champ de la marche. Les choses sont ramenées à ça, au pèlerinage de Compostelle. Qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, alors. Peut-être un peu. Je ne sais pas, moi. Je crois que ça n'empêche pas les autres pèlerinages, d'ailleurs, et les autres chemins, les GR, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui marchent sur des choses qui ne sont pas des chemins de pèlerinage, quoi. Ouais. Mais moi-même, ça m'émeut. Hein. Dans le film, là, à un moment, c'est quand même, oui. Je suis très ému de le dire. Ce qui m'émeut, c'est de voir... en fait, parce que pour les gens dans le monde entier, Compostelle, ça part pas du Puy. Hein. Compostelle, ça part de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, c'est vrai. Voilà. Avec le col de Roncevaux et ensuite, effectivement, le Camino. Et à Compostelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port, quand tu es dans le local d'accueil des pèlerins, d'abord, il y a vachement de jeunes. Oui, de plus en plus. Ah, ça, c'est bien, oui. Il y a vraiment des gens du monde entier, des jeunes du monde entier. C'est vraiment universel, oui. Et beaucoup qui sont tatoués, beaucoup qui sortent du cadre, du cadre quand même assez convenu. Du départ, oui. Du pèlerin, du machin, tu vois, presque un peu tradit, quoi. Et ça secoue quelque chose, ça fait du bien.
Et donc, alors on vient de l'évoquer, mais le film, donc L'âge de la marche, rend hommage, par votre voix d'ailleurs, hein, notamment, à la fameuse Via Arverna. Oui. Donc, quelle est-elle alors, cette voie? Et comment est-elle née? Alors, c'est 500 km à peu près, 20 étapes, à travers l'Auvergne. Simplement. L'Auvergne et le Quercy. Hein. Oui, Chaminade avait quand même une grosse activité d'édition. On a été les créateurs de ce qu'on appelle les petites randonnées. On a, en tant que Chaminade, avant même l'existence formelle de Chaminade, on a créé pratiquement tous les GR d'Auvergne. Oui, vous avez aménagé des gîtes. C'était au temps béni du Comité national des sentiers de grande randonnée qui a été passablement trahi dans son éthique par ce qui a suivi. Et donc, il y avait Compostelle, il y avait suffisamment de... on parlait de Compostelle, donc pourquoi nous, on n'aurait pas édité un truc sur Compostelle? Et surtout qu'il y avait suffisamment de signes sur un passage qui allait de Clermont. Parce qu'en fait, ces pèlerinages, ils se construisaient sur la base d'autres pèlerinages. Et il y avait plein de pèlerinages, il y avait Saint-Ostromoine, il y avait quantité, oui, on n'imagine pas le nombre de pèlerinages qu'il pouvait y avoir. Et très vivant, très vivant. Et les gens qui marchaient, en fait, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était, Compostelle. Ouais. Tu vois? Oui, c'était très régional, en fait. On restait... Ils enquillaient ça, et puis un jour, ils arrivaient à Compostelle. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a un renouveau alors des pèlerinages, ça pour le coup, à travers la France et même l'Europe, hein, il y a un renouveau qui est à peu près incontestable. Hein. Voilà, oui, incontestable. Il faudrait peut-être veiller à ce qu'il ne soit pas instrumentalisé dans le... Après, en tout cas, qu'il soit ouvert à tous, en tout cas. Voilà. Qu'il soit ouvert à tous. C'est ça le plus important. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a... Enfin, je sais pas, je faisais une intervention et qui m'a dit mais savez-vous pourquoi a été créé le pèlerinage de Compostelle? Oui, je sais à peu près. Mais lui, il pensait que fondamentalement ça avait été créé pour bouter les Arabes hors d'Espagne. Ah bon? Donc, mais il y croyait mordicus. Hein, et donc, il y avait un pèlerinage pour les cathos, c'était Saint-Jacques. Pour les Arabes, il y avait la Mecque. Et il n'y avait pas de raison que... tu vois, ça m'a sidéré. C'est une vision un peu simpliste, effectivement, c'est le moins compliqué. Simpliste, mais ça peut être l'objet de questions, oui. L'objet d'instrumentalisation de ce type. Alors que, justement, le principe des pèlerinages, c'est qu'ils sont ouverts à tous, le dernier pèlerinage à Chartres, notamment, a donné suffisamment de signes. Après, il peut y avoir effectivement un rétrécissement, mais le but, c'est quand même l'ouverture. Oui. Et on sait qu'il y a des musulmans, il y a des gens, des bouddhistes. Moi, j'ai un ami chinois qui a fait le pèlerinage de Compostelle et qui est devenu chrétien d'ailleurs après, mais qui au départ ne l'était pas. Donc, c'est ça, l'essentiel, c'est l'ouverture. Et vous le dites dans le film, hein, le marcheur pèlerin était quelqu'un qui décidait de se mettre en retrait. Et la vieille Via Arverna joue le rôle de la clôture, la fameuse clôture. Hein, chaque jour, avec sa régularité, son dépouillement, ça constitue le corps de la règle de celui qui marche. Et dépouillement, c'est un mot qui revient souvent chez vous, hein, du marcheur. On parlait de l'humilité. Humus, hein, humilité, ça renvoie à humus, la terre, hein, ce contact nourricier important, et donc l'humilité, le dépouillement. À un moment, je ne sais pas si je le cite, mais je me réfère à lui, à Charles Julier qui parlait de se creuser jusqu'à l'os. Hommage à lui, mort il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, et dont on a été très proche avec... et je crois que la marche, elle nous évite, elle garde de nous que l'essentiel. Que l'essentiel. Alors la marche, justement, c'est pas s'alléger au maximum de l'accessoire pour aller vers l'essentiel, justement. Oui. Se dépouiller, se délester, peut-être des choses qui pèsent un peu trop sur nos épaules. Tout du moins, en faire l'expérience. En faire l'expérience. En faire l'expérience. Tenter, au moins. Et cette expérience, dans nos vies quotidiennes, après, elle demeure d'une certaine manière. Bien sûr, ô combien. Elle demeure. Et
on rentre pas dans les ordres non plus quand on fait un pèlerinage. Bien sûr. Mais on fait l'apprentissage de certaines règles. De certaines règles. Écologiques notamment. Voilà, parce que moi, le marcheur qui laisse derrière lui des papiers gras, etc., j'ai envie de lui botter les fesses. Absolument, absolument. Et donc, il y a ce que j'appelle le syndrome d'Anté. Anté, c'est ce personnage de la mythologie que Héraclès, donc Hercule, a réussi à vaincre parce qu'il savait qu'il se régénérait à chaque fois en touchant la terre. Et il l'a pris entre ses bras, il l'a soulevé de terre, et là, Anté perdait ses forces, et il a réussi à le vaincre comme ça. Et donc, ce que j'appelle le syndrome d'Anté, c'est-à-dire revenir à ce contact nourricier avec la terre, et c'est ça la marche, au fond. Bien sûr, bien sûr. Donc, et qui nous nourrit, en fait, ça nous nourrit profondément. Oui, bien sûr. Et ce contact, on l'a souvent perdu parce que on est dans des véhicules qui sont isolés de la terre par des bouts de gomme. On est dans des avions, on est dans les trains. On est bien souvent complètement privé de la terre. L'énergie du rein, en médecine chinoise, le méridien du rein, c'est le seul méridien qui ne prenne pas naissance à une extrémité des membres, mais sous le pied. Et l'énergie du rein, c'est l'énergie de la terre. Ouais. Et ça, c'est fondamental, le côté saturnien, comme disaient les anciens. Donc, c'est vraiment le contact profond avec la terre matricielle, parce que c'est ça. Alors, je vous cite, quand on commence à marcher, un grand désordre nous habite, et marcher semble mettre de l'ordre, accorder le corps et l'esprit. Et donc, vous seriez d'accord avec moi quand je dis souvent, je sais que l'importance que vous accordez au corps. Moi, j'aime bien dire que la marche, c'est plus une mise en mouvement de l'âme et de l'esprit que du corps lui-même. Mais en fait, c'est une totalité, comme vous le disiez, c'est un ensemble. Il y a l'esprit, il y a l'âme, bien sûr, mais pour moi, quand je dis que l'horizon de la marche, c'est le corps, je ne dis rien d'autre, je ne me réfère à rien d'autre que l'incarnation. Oui. Marcher, c'est s'incarner. Exact, oui. La chair, oui. Oui. Et c'est ce corps qui... Corps qui souffre aussi, parce que il y a les ampouilles, il y a les blessures. Ce que je veux dire, c'est ce corps qui est la source. L'incarnation. Je veux dire, bien sûr. Si le Christ s'incarne, c'est bien pour passer par quelque chose. Et tout son enseignement, c'est pas un voyageur de commerce qui vient vendre des trucs. Grand marcheur, le Christ, grand marcheur devant l'Éternel. Mais parce que son enseignement passe par le corps. Oui, c'est vrai. Et je crois que... L'incarnation qui est fondamentale. C'est ça, quoi. Ouais. Et donc, et vous le dites d'ailleurs à un moment, pour vous, la marche est aussi synonyme de joie, c'est-à-dire la fatigue se fait sentir, mais l'âme est emplie de joie. Ah oui, bien sûr. La joie, si essentielle. Il y a un philosophe qui est mort il y a très peu de temps, qui s'appelait Jean-Louis Chrétien, qui était chrétien en plus. C'est marrant, oui. Et se questionnant sur pourquoi cette religion était tellement fâchée avec le corps, il est allé chercher le corps. C'est quoi le corps? Alors que c'est une religion de l'incarnation. Bien sûr, absolument. Fondamental, Et le Verbe s'est fait chair. Et il écrit, et un de ses bouquins, c'est sur la joie. Et comme c'est en plus un philosophe qui écrit bien... Il y en a. Il y en a, ça peut arriver. Il écrit des choses magnifiques sur la joie. Je crois que dans le film, je dis, cet état que je décris, où il serait raisonnable que tu t'effondres, mais tu t'envoles, ça chante en toi, et à ce moment-là, qui n'est pas un moment reproductible, c'est pas parce que tu vas faire la même chose le lendemain que ça va produire les mêmes effets. C'est ce que je crois le mystère de la joie. C'est ce que je crois que Bataille appelle la souveraineté. Je pense que c'est ça. On est souverain. Oui. On est souverain. D'accord. Oui, c'est un très beau mot. Oui. Et ça me renvoie à une parole d'Hugo qui vous est familier. La parole, peut-être aussi cette parole.
il dit « à pied, on s'appartient ». On s'appartient, oui, effectivement. Ça, j'aime beaucoup le citer, parce qu'on s'appartient. On s'appartient. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. La souveraineté, l'idée de souveraineté. Ouais, l'idée de souveraineté. Sur soi, Et donc, quand tu accèdes à ce moment de souveraineté, mais c'est une joie éperdue. Bien sûr. Mais tu es tout seul, tu marches au milieu des bois. Je veux dire, mais tu te mets à te marrer, mais tu peux même pleurer tellement. Tellement on est saisi par ce qui nous entoure. C'est une espèce d'hyperesthésie. C'est une question de saisissement. Bien sûr, saisi, voilà. Ouais. Ébranlé, saisi. Et donc, alors, comme le rappelait un certain Roland Barthes, le mot latin sapientia, qui a donné Homo sapiens, pseudo-sapiens, parce qu'il n'a pas tout à fait montré qu'il était sage. Peut-être. Voilà. On renvoie étymologiquement à la fois, et ça c'est très intéressant, à la sagesse, au savoir et à la saveur. Oui. Est-ce que finalement, finalement, la joie, c'est la réunion peut-être de ces trois choses. La sagesse, une forme de sagesse, de souveraineté sur soi, le savoir, un minimum, de ce qui nous entoure, et puis la saveur. Ne jamais oublier la saveur. Ben bien sûr. Voilà. Cette espèce de la joie, ce qu'elle amène dans la bouche, c'est fou, quoi. Ouais. Et je pense que ça a été souligné dans les interventions précédentes, mais elle est la condition de l'accueil, elle est la condition de l'altérité. L'autre, c'est dans la joie que tu l'accueilles. Toujours. Si c'est pas dans la joie qu'il est accueilli, il n'est pas accueilli. Il est fausse. Il n'y a pas d'accueil au sens plein, en tout cas. Hein. Et donc, et vous le dites d'ailleurs, marcher, c'est aussi accepter de se rendre vulnérable, de prendre le risque d'une rencontre. Ah, ça, c'est Jean-Claude Bourlès qui écrit ça. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord avec ça? Ah ben complètement, je m'en sers suffisamment. La rencontre. C'est prendre le risque, voilà, c'est un risque. Le risque. Marcher, c'est toujours prendre un risque. Puisse paraître, c'est un risque, la marche. Bien sûr. Et quand je dis au début, les idées se bousculent, tout ça, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas la marche, parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre le risque de la confrontation avec ce qui remonte d'eux. Et je pense, vous êtes trop jeune, Patrick, pour avoir connu ça, mais quand on vendangait, qu'il y avait le raisin qui était dans la queue. J'ai vendangé, une fois. Et qu'on foulait le raisin comme ça, pieds nus et tout. Il y avait le jus du raisin qui remontait à travers entre les orteils. Ça, c'est déjà le miracle. Hein. Voilà, c'était une jouissance extrême, quoi. Et bien, marcher, c'est se fouler. Oui, comme on foule le raisin. Ouais. Comme on foule le raisin. Ouais. Ah ben, je propose qu'on termine l'émission sur cette magnifique phrase, parce que je suis absolument d'accord avec ça et la métaphore est très belle. Ouais. Merci Bernard Quinçat, merci infiniment. Tout le bonheur a été pour moi. Je conseille maintenant à tous ceux qui nous regardent de faire comme nos invités, c'est-à-dire pas forcément d'aller très loin, mais en tout cas peut-être au coin de son jardin, au coin de sa rue, de mettre un pied devant l'autre et de marcher, voilà, tout simplement. Merci, à très bientôt.